Monsieur Rigoulet, bonjour. Bonjour. D'abord, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Regard Actu. Merci de m'accueillir, surtout. J'ai quelques questions à vous poser, puisque le deuxième tour, c'est dimanche prochain. Vous avez fait un score qui est plus qu'honorable, puisque 47,05%, ça vous emmène près de la victoire. Il vous manque que 3%, un peu plus de 3% pour dépasser un petit peu la barre des 50, ça fait moins de 100 voix. Par rapport au premier tour, il a manqué 96 voix. 96. Après, le deuxième tour, c'est le second tour. Tous les compteurs sont remis à zéro. Donc, effectivement, même si avec 47%, c'était plus que ce que j'espérais, moi j'avais plutôt ciblé 44-45%, c'est plus que ce que j'espérais, ça nous place largement en tête du premier tour, mais rien n'est joué. Il faudra dimanche que tous ceux qui nous ont fait confiance dès le premier tour reviennent voter, que sans doute d'autres nous rejoignent, mais tant que le dernier bulletin de vote de la dernière enveloppe n'est pas dépouillé, le match n'est pas gagné. D'accord, ça veut dire que vous êtes optimiste, mais pour autant vous n'avez pas... Je suis optimiste parce qu'effectivement, en arrivant en tête, c'est plutôt un mouvement qui est dans une logique gagnante, mais rien n'est fait, je reste très prudent. Vous savez, la politique, c'est pas une science exacte, et c'est encore une fois les électeurs qui décideront, ça fait partie des règles du jeu de la démocratie. Très bien. Est-ce que c'est le résultat de votre bilan, ce très bon score? Vous pensez que uniquement, on peut dire que la seule raison, c'est surtout le bilan de la mairie sortante? Alors, je ne pense pas que c'est la seule raison. Que le bilan solide du travail accompli depuis 13 ans aux côtés de Jean-Louis Gaby, lui comme maire, moi comme premier adjoint, ait pu peser dans l'élection, c'est sans doute une réalité. Mais c'est pas la seule raison. Pourquoi? Le bilan, c'est un avantage. C'est que ça permet de crédibiliser les propositions, les projets, les promesses. C'est-à-dire que quand on dit aux électeurs, voilà ce qu'on va faire si vous nous faites confiance de 2014 à 2020, et pourquoi vous pouvez nous croire? Parce que voilà ce qu'on a fait dans les mandats précédents. Donc on avait fait des promesses, on les a tenues, donc celles qu'on vous fait de nouveau, il n'y a pas de raison que nous ne les tenions pas. Donc c'est une raison, mais ce n'est pas la seule. L'équipe, je ne suis pas tout seul moi comme candidat. D'ailleurs les gens ne votent pas pour le maire, ils votent pour les conseillers municipaux qui ensuite élisent le maire, même si effectivement c'est bien que la tête de liste normalement sera élue maire derrière, mais j'ai une équipe avec 28 personnes autour de moi, des adjoints sortants de la majorité Jean-Louis Gaby, des conseillers sortants, des nouveaux candidats qui nous ont rejoints, donc l'équipe avec une vraie diversité, une infirmière libérale, une commerçante, des retraités, des ouvriers d'usine, enfin je pourrais tous les citer un par un, ils ont tous le même mérite, la même valeur, mais l'équipe ça compte aussi. Et puis je crois que le projet, on a été, vous savez, sur cette campagne très pragmatique. On n'a pas fait de politique nationale. On a fait de la présence dans les quartiers. On a noté tout ce que les gens nous ont dit, pensant qu'ils pouvaient être améliorés dans leur vie quotidienne de proximité. Et la centaine de propositions qu'on a mis dans notre programme, c'est très concret. Très très concret. Ça se passe à tel coin de rue, dans tel quartier, à tel endroit. Donc on a vraiment voulu être proche des préoccupations des commentriennes et des commentriens. Donc je crois que ce score, c'est ces trois choses. Un bilan, une équipe et un projet qui est un projet concret. Je vais être direct. Je vous en prie. Par rapport à ce qui s'est passé, il y a quand même cette histoire de la piscine. On aurait pu penser d'ailleurs que cette condamnation de la Cour administrative d'appel de Lyon, pouvez vous porter préjudice. Je rappelle quand même que cette Cour a jugé qu'il y avait une faute grave dans la gestion de ce dossier-là. Au bas mot, certains disent que c'est une affaire qui coûtera quand même 135 000 € aux contribuables commentriens. Pour autant, les commentriens vous n'ont pas tenu rigueur pour preuve de votre score. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce dossier, qui est quand même un dossier extrêmement sensible et qui remet en cause, quelque part, l'idée même de partenariat public-privé tel que ça a été appliqué dans bien des cas et qui, souvent, dans le cas des hôpitaux, par exemple, sont dénoncés. Je me pense par exemple à Paris, où le projet de partenariat public-privé a été dénoncé, à Montluçon, ça a été dénoncé, et l'argument essentiel, c'est que ça profite toujours plus, l'argument qui est donné, et pas uniquement par les hommes de gauche, mais ou les hommes ou femmes de gauche, c'est l'administration qui en tire cette conclusion. Souvent, ça rapporte plus au privé qu'au public. Donc cette affaire-là, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, commentriers ?
plusieurs choses, et qui sont un peu techniques. Bon, la première chose, c'est que les partenariats publics-privés, il n'y a pas entre guillemets que les collectivités de droite qui les auraient fait. Il y en a un au Conseil général de l'Allier qui a été lancé par Jean-Paul Vuffray, bon, on ne puisse pas le suspecter que ce soit un grand libéral, sur le contournement sud-ouest de Vichy. Le président de la région, René Souchon, en a fait 2 sur l'aménagement très haut débit, enfin haut débit et maintenant très haut débit de la région. Donc je veux dire, toutes les collectivités en ont fait. Donc il n'y a pas, de mon point de vue, d'idéologie derrière. Sinon, il n'y aurait que des collectivités de droite qui l'auraient fait. Bien. Deuxième chose, en ce qui concerne Commentry, la procédure n'est pas terminée. Donc quand vous dites que la Cour administrative d'appel de Lyon a jugé une faute grave, soit, on se pourvoit en cassation auprès du Conseil d'État. On applique... Vous avez bon espoir là-dessus. Ah, c'est pas une question d'espoir ou pas espoir. On a appliqué la décision de la Cour administrative d'appel de Lyon, c'est-à-dire qu'on a délibéré au Conseil municipal là, ces derniers jours d'un protocole amiable avec l'ASSO, qui était le partenaire privé, de sortie du PPP. Donc ça c'est fait, c'est acté, c'est délibéré. Donc aujourd'hui on a mis en application la décision de la Cour administrative d'appel de Lyon. Ce qui veut dire que même si le Conseil d'État, au final, donnait raison à la commune, ça ne changera rien, on ne reviendra pas dans le PPP. Bon. Troisième élément. Bon, le PPP, j'assume pleinement mes responsabilités. En 2008, c'est moi qui vais pousser à réfléchir à cette solution-là, comme des tas d'autres l'avaient fait en France. En 2011, j'ai voté contre. Pas contre la piscine, mais contre le PPP. Parce qu'au dernier moment, je me suis dit, peut-être que c'est pas la meilleure solution. C'est pas grave, j'ai pas été suivi. Au final, aujourd'hui, le PPP, par contre, il y a 2 certitudes. Il a permis de construire la piscine plus vite que si on avait été sur un marché public type MOP classique, de faire au passage économie de ce qu'on appelle le concours d'architecte. Vous savez, quand on construit un équipement, il faut mettre une enveloppe, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros pour récompenser les candidats architectes qui répondent. C'est d'ailleurs une des motivations pour laquelle le Conseil régional de l'Ordre des architectes a attaqué le PPP. Et au final, on a construit probablement moins cher que si on avait été en MOP. Concrètement, entre le montant de construction de la piscine qui a été signé avec Sceaux et le coût réel, aucun écart. Pas d'avenant, pas de surcoût. Ce qui parfois arrive dans le cadre des marchés publics. Bien. Donc, le PPP aura permis de construire plus vite, probablement moins cher. Aujourd'hui, ça sortit. Pendant cette campagne, on a tout entendu. Il y a même des personnes qui ont des candidats qui ont écrit que ça allait coûter 700 000 euros d'indemnité de pénalité que la commune aurait dû payer à Sceaux. Vous avez le chiffre, vous l'avez dit. Le montant des pénalités, 135 300 euros. Ce qui correspond à peu près à 8 200 euros par mois multiplié par 16 ans et demi, c'est-à-dire ce que l'ASSO aurait margé si elle avait gardé le bénéfice du PPP pendant la durée du contrat qui reste. Donc 135 300 euros, 16 fois les 8 200 euros qu'elle aurait gagné chaque année. Donc ça, effectivement, c'est une indemnité qui est payée par la commune. C'est quand même 5 fois moins que ce que certains annonçaient. Par ailleurs, il y en a qui disaient que ça allait mettre les comptes de la commune dans le rouge, le fait qu'on sorte du PPP. Voilà un tableau de chiffres qui a été donné à tous les conseillers municipaux. Si vous prenez l'année 2014, où on avait voté au budget primitif, tout ce qu'aurait coûté le PPP. Donc la part de l'année 2014 dans le PPP et la part de l'année 2014 sortie du PPP ayant payé ses indemnités, ça coûtera à la commune 42 650 euros. Donc voilà le surcoût réel par rapport à ce qui était prévu pour 2014. En 2015, la sortie du PPP fera économiser à la commune 127 500 euros. Et en 2016, où là on sera vraiment sur une année pleine de reprise complète par la collectivité de la gestion de la piscine publique, on économisera 145 000 euros. Et ça sera par an. Donc aujourd'hui, la sortie du PPP, non seulement ne met pas dans le rouge les comptes de la commune, elle donne une petite bouffée d'oxygène de 145 000 euros par an. C'est pas rien en ce moment, 145 000 euros par an. Et ensuite, même les indemnités qu'on doit payer cette année sont bien en deçà de ce que les oiseaux de mauvais augure prophétisaient et vont coûter 43 000 sur le budget communal cette année. Voilà, c'est ça la réalité concrète du PPP. Et enfin, c'est vous qui l'avez dit, je peux qu'être d'accord avec vous, les électeurs ont compris qu'il y avait eu ce dossier, qu'il y avait effectivement une erreur qui a été commise, par contre qu'on en était sorti, et sorti dans l'intérêt des commentriens et des contribuables, donc ça n'a pas sévèrement impacté le résultat du premier tour. Très bien, écoutez, ça mérite d'être clair comme réponse. Je voulais aussi vous parler de la gratuité de l'eau. C'est votre concurrent souhaite la mettre en place comme étant une mesure sociale pour les commentriens. Bien évidemment,
si on regarde de près son projet, il prévoit de rééquilibrer le budget en faisant en sorte que les derniers mètres cubes d'eau soient plus chers que les premiers qui seraient gratuits. Donc les premiers gratuits et une progressivité du tarif en s'appuyant sur un argument qui semble être assez sensé, qui est un argument sur l'usage qu'on fait de l'eau. Et ce n'est pas la même chose, dit-il, de consommer de l'eau pour sa vaisselle, pour sa douche, que de remplir sa piscine. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette possibilité de gratuité? Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut aider certains Grand-Montriens qui sont, eux, qui vivent dans la détresse et dans la difficulté? Alors, sur le principe, je pense que c'est une idée généreuse, qui, à la limite, peut même être séduisante. Là où j'ai plutôt des questions que des contradictions par rapport à cette proposition, c'est sur 2 ou 3 points. Premier point, j'ai pas compris, mais c'est peut-être moi, comment on incite à faire des économies de consommation d'eau, parce que tout le monde sait qu'il faut économiser l'eau aujourd'hui, c'est une ressource précieuse, en disant aux gens, la première tranche est gratuite. Ça j'ai pas compris comment psychologiquement l'abonné va faire plus attention quand il va faire sa vaisselle, quand il va prendre sa douche, quand on va lui dire, mais de toute façon les premiers mètres cubes ils coûtent rien. Bon, mais il faut m'expliquer. Deuxième chose, soit ça risque d'être un peu une usine à gaz, soit ça sera très complexe à gérer. Je ne dis pas ingérable, mais très complexe à gérer. Parce que selon que vous êtes dans une famille où vous êtes tout seul, où vous êtes 2, où vous êtes 3, 4, 5 avec des enfants, votre consommation d'eau n'est pas la même. Bien sûr. Donc si c'est les mêmes volumes de mètres cubes gratuits pour tout le monde, c'est pas juste. Et si il faut proportionner les volumes gratuits en fonction du nombre de personnes qui composent la famille, c'est-à-dire que chaque année vous demandez aux services municipaux d'avoir une espèce de mise à jour en disant là, il y a un enfant de moins parce qu'il est parti étudier à Clermont-Ferrand, donc ils n'ont plus le même volume de mètres cubes gratuits, là au contraire il y a un bébé qui vient... Enfin, c'est quand même un peu complexe. Je ne dis pas que c'est pas faisable, ça va être quand même une sacrée usine à gaz cette affaire. Il va falloir chaque année mettre à jour des compositions de famille qui évolueraient. Bon, donc ça j'attends de voir. Troisième remarque là-dessus. Et vous n'êtes pas forcément fermé. Je vais vous dire ce que j'en pense, moi. Quand il y a des gens en difficulté, moi je pense qu'il y a un truc qui s'appelle le CCAS. Et que je préfère personnellement que ça ne soit pas sur les tarifs qu'on ait forcément l'aide aux personnes, mais que ça soit sur l'accompagnement social. Pourquoi ça? Pour plusieurs raisons. Et je vais vous prendre un exemple très concret. C'est poser la question par exemple de dire est-ce qu'à la nouvelle piscine on faisait des tarifs réduits pour les personnes qui sont au RSA, qui sont demandeurs d'emploi, qui touchent des minima sociaux. Moi j'ai dit je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait un tarif réduit à la piscine. Et je vais vous dire pourquoi. La personne qui est chargée de l'accueil à la piscine, qui est à la billetterie, c'est pas un travailleur social, c'est un agent d'accueil qui fait remarquablement son travail. Mais c'est pas quelqu'un qui, comme une conseillère en économie sociale et familiale, une assistante sociale, a une formation, un devoir de confidentialité sur les dossiers. Et je me dis, vous, est-ce que demain vous êtes prêt à rentrer à la médiathèque, à la piscine, je sais pas où, et à sortir votre feuille d'impôt, à sortir votre attestation RSA devant un agent d'accueil qui n'est pas un travailleur social? Ou est-ce que vous ne vous sentez pas plus en confiance avec quelqu'un dont c'est le métier? Donc là, c'est la première raison. C'est-à-dire, moi, je ne me sens pas donner ma feuille d'impôt à un agent d'accueil. C'est pas parce que c'est pas quelqu'un de bien, c'est parce que c'est pas son métier. Deuxième raison. Je suis persuadé que si les gens vont au CCAS pour avoir une aide sur l'eau, sur la piscine, sur la cantine scolaire, sur tout un tas de choses, c'est qu'ils sont en difficulté, on est d'accord là-dessus. Bien sûr. Et que c'est pas que la question de la piscine, pas que la question de l'eau, pas que la question de la cantine scolaire. C'est une difficulté beaucoup plus profonde. Et est-ce que la démarche qu'ils vont faire ne doit pas être en fait l'occasion pour dire attendez, on va peut-être faire le point. Et on va peut-être avoir une vue plus globale pour vous accompagner de façon plus personnelle. Et que ça ne soit pas simplement j'ai droit à tant de gratuit ou à telle réduction, que ce soit au contraire l'occasion pour les travailleurs sociaux qui font très bien ce travail-là, de dire on va essayer de regarder s'il n'y a pas 2-3 pistes et des façons de vous aider davantage. Vous voyez ce que je veux dire? L'aide sollicitée au coup par coup, pour moi, doit être en fait quelque chose qui soit porté par un accompagnement social. Quand aujourd'hui on parle, vous savez, c'est mis en place au Conseil général du développement social local. C'est tout ça l'esprit qui est derrière. C'est-à-dire qu'on pense à la personne avant de penser dispositif. Et qu'on ne réduit pas la personne à j'ai un dispositif qui me donne des mètres cubes gratuits, j'ai un dispositif qui me donne une entrée piscine moins chère. Non, on pense à la personne.
Et ensuite, on voit comment on va l'accompagner dans sa vie. Et comment, dans la mesure du possible, on va l'aider à sortir de l'ornière ou du mauvais pas dans laquelle elle se trouve pour reprendre pied. Oui, mais en même temps, vous savez fort bien que beaucoup de personnes, par fierté, Oui. ne veulent pas aller consulter des aides ou demander des aides par eux-mêmes. C'est donc un moyen de leur accorder des aides sans qu'ils aient forcément des obstacles à franchir. Vous avez raison, vous avez raison. La question, c'est que je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, je préfère, comme vous dites ça, et je partage, qu'on voie comment on gomme ces freins, on gomme ces obstacles, qu'on arrive finalement à accompagner les gens en disant vous ne perdez pas votre dignité en venant prendre rendez-vous avec une assistante sociale et demander un coup de main. Vous restez complètement dans votre pleine dignité, dans votre humanité. Ça, je préfère qu'on travaille pour lever ces freins et pour dire que c'est pas honteux, c'est pas scandaleux, que d'être dans la mouise pendant un moment donné de sa vie, d'avoir besoin de la solidarité de la collectivité pour être aidé. Mais je préfère qu'on lève ces freins plutôt qu'on mette des dispositifs dont je vous dis pour les tranches d'eau quand même compliqués à gérer. Donc je ne suis pas convaincu que ça soit vraiment incitatif à la consommation d'économie d'eau et où il faut quand même garder une justice, c'est-à-dire une justesse à ce que l'aide corresponde bien à la situation au cas par cas de chacun. Une petite question encore, vous me pardonnerez si c'est toujours en rapport avec cette question, les projets de Sylvain Bourdier, puisque deux questions étaient en phare dans ces aides-là, et en même temps, par exemple, sur l'histoire de la maison de la santé, parce que c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit, mais en même temps, ça figure en bonne place dans votre programme alors c'est pas exactement une maison de la santé. On est effectivement avec Sylvain Bourdier, pas sur la même vision du dossier. Moi, c'est plus dans le programme, puisqu'en fait, le conseil municipal, fin février, a délibéré pour acquérir l'ancien cabinet médical rue du Bourbonnais, pour budgéter les travaux, et qu'on a d'ores et déjà 2 infirmières, dont une qui s'installe en libéral, qui sont locataires de la commune depuis le 1er janvier, et qui attendent que cette maison de santé soit faite pour s'y installer, un jeune ostéopathe qui devient locataire au 1er avril de locaux communaux de façon temporaire pour intégrer la maison de santé, et qu'on a des contacts très avancés, puis on l'a vu plusieurs fois avec un jeune médecin qui fait déjà des remplacements sur le bassin molussonné, qui doit terminer son doctorat, auquel on a fait visiter le bâtiment, et qu'on va tout faire pour convaincre de s'installer à Commentry. Donc, pourquoi on a fait ça comme ça? Ça fait plus de 4 ans qu'on y travaille avec Jean-Louis Gaby. Les négociations sur le bâtiment, on les avait déjà il y a 4 ans. Sauf qu'on n'avait personne à mettre dedans, et que ça ne sert à rien d'acheter des murs si ça reste vide. Pourquoi là on a accéléré le processus? Parce que maintenant on a des preneurs. Et le fait qu'on ait fait ça, il y a des coups de fil. La semaine dernière, j'ai reçu une jeune diététicienne qui me dit dites donc, j'ai entendu parler, moi ça m'intéresse de voir si je pourrais venir. Donc c'est bien une maison pluridisciplinaire de santé. L'objectif premier, c'est des médecins généralistes. Mais là, infirmière libérale qui s'installe, ostéo qui s'installe, ça amorce la pompe. Et ça fait que le jeune médecin qu'on va convaincre, eh ben, il n'arrive pas tout seul dans un bâtiment où il y a 5 pièces et où il est au milieu du vide. Donc voilà pourquoi on l'a fait. Alors après, effectivement, Sylvain Bourdier veut une maison fonctionnalisée, où tout ce monde-là serait payé par la collectivité. C'est pas ce qu'on propose. On propose que ce soit des gens qui s'installent en libéral, la collectivité achète les murs, fait les travaux et loue ensuite à chacun. Bon, c'est un choix différent. C'est un choix différent. C'est un coût pour la commune, votre projet de cette maison? Vous avez dû racheter? On a acheté, je vais vous dire, les choses sont très claires. Il y a 4 ans, le bâtiment, les négociations, c'était autour de 120 000 euros. Aujourd'hui, c'est 87 000 euros le prix d'achat et c'est inférieur à l'estimation des domaines. Très bien. Et ce bâtiment, c'est déjà 3 cabinets de médecins existants, salle d'attente, accueil, une ancienne salle radio qui deviendra la salle de soins des infirmières, une ancienne salle de soins qui deviendra le local de l'ostéopathe, un espace archivage et un studio pour les permanences de soins ou les remplacements. Et tout était déjà conçu pour. Et 170 000 euros de travaux derrière. Moi, je vais vous dire. 87 plus 170 000. Voilà, je vais vous dire. En louant chaque cabinet 350 euros par mois. À la charge de la mairie, oui. En louant chaque cabinet 350 euros par mois. Entre 15 et 20 ans, on a le retour sur investissement. Le rôle d'une collectivité, c'est pas un investisseur privé d'avoir un retour à court terme. C'est pas non plus de perdre de l'argent. Donc tout ça s'équilibre à la fin. Mais la maison de santé de Sylvain Bourdier, elle coûte aussi de l'argent. Bien sûr. Le bâtiment, il faudra bien soit le trouver, soit l'acheter, soit le construire. Et cette solution-là, vous avez fait les calculs, moins de 300 000 euros. Quand vous comparez des maisons de santé neuves qui se sont faites ailleurs, où le coût flirte entre 800 et 900 000 euros d'investissement. Nous, sur un bâti existant qui a permis à des médecins pendant 25 ans d'exercer leur métier, ça nous coûte 3 fois moins cher. D'accord, pour la même dimension, pour la même... Écoutez, il y avait trois médecins, plus tout ce que je vous ai décrit
Donc là, il y a d'autres médecins libéraux qui exercent à Commentry. Là, on a la capacité d'accueil, on a déjà rempli, je vous dis, sur les 5 espaces, on en a déjà rempli 2. Le médecin, ça fera 3, il reste encore 2 espaces derrière à remplir. Si vous aviez, et ce sera la dernière question, si vous aviez une proposition phare dans votre projet qui est de nature à booster un petit peu l'économie, ou en tout cas sur la ville, qu'est-ce que vous mettriez en avant particulièrement? Alors, je ne fais pas de promesses que je ne peux pas tenir. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que là, on a une dynamique dans laquelle il faut qu'on s'accroche solidement. C'est la centrale de cogénération biomasse de Neoen sur le site d'Adiceo. Les travaux sont en cours. C'est le plus gros investissement industriel de la région d'Auvergne. 77 millions d'euros. C'est pas rien, hein? Oui, 77 millions d'euros. Et là, aujourd'hui, on a déjà des contacts très avancés au niveau des terrains de la communauté de communes, puisque la compétence économie, c'est la communauté de communes, avec des entreprises qui vont fournir ou sous-traiter pour Neoen. Notamment, un fournisseur de bois, de plaquettes, qui nous a signé un courrier début janvier pour dire « Moi, je suis prêt à vous acheter 2 hectares de terrain pour installer mon stockage, mon broyage, et avoir sur place mon activité qui va servir de prestation à Neoen ». Je crois que là, on a une dynamique. Il faut qu'on s'y accroche. Parce que ça, c'est déjà une première entreprise qui va s'installer. Et puis donc c'est très vite, hein, parce que Neoen, ça démarre dans moins de 2 ans maintenant, hein, ils finissent les travaux. Et je crois que là, il ne faut pas laisser passer le coche, qu'on a vraiment une locomotive qui peut tirer le reste. Ça ne veut pas dire que c'est la seule piste, c'est-à-dire qu'il faut continuer d'être très actif, très proactif et surtout très réactif quand on a des contacts. Mais là, on a quand même la chance d'avoir le plus gros projet industriel de la région. Il est où? À Commentry. C'est un projet qui va générer de l'emploi. Il va générer une trentaine d'emplois. C'est pas des emplois plutôt qualifiés, qui demandent de la formation? Est-ce que les Commentriens pourront en bénéficier de cet emploi, ou est-ce que l'entreprise va arriver avec les salariés, avec les gens formés déjà? Alors, je vais vous dire franchement, c'est pas moi le mieux placé pour vous répondre. Il vaudrait mieux que vous accueilliez chez vous ici le directeur général de Neoen ou l'IDEX qui sera l'exploitant. Mais bon, de ce que je connais quand même un peu du dossier. Premièrement, là c'est une création de toute pièce, cette centrale de cogénération. Donc c'est pas des gens qui travailleraient déjà ailleurs qu'on déplace, parce que là c'est tout neuf. Il n'y a pas une activité où on déplacerait des salariés. Donc a priori on est plutôt sur la création d'emplois. Je ne vous dis pas qu'au niveau des cadres, ce n'est pas des gens de Neoen ou d'IDEX qui ne vont pas être sur place et qui travaillent déjà dans les groupes, mais au niveau de ce qui est plutôt post-opérateur, je pense que c'est vraiment du recrutement local. Deuxièmement, vous avez tout niveau de qualification. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont très techniques. Une turbine vapeur qui fabrique de l'électricité, voilà. Bon, des chaudières bois, c'est un peu technique, mais enfin il y a aussi de la maintenance simple, il y a aussi de l'approvisionnement où c'est du dépotage, il faut amener du bois, amener des plaquettes. Il y a tous les niveaux d'emploi et de qualification sur un projet comme celui-ci. Oui. Vous êtes prêts, y compris à rechercher des fonds pour la formation de Commentriens qui en auraient besoin? Ça, franchement, c'est pas un sujet qui... rechercher. Oui, c'est pas un sujet qui m'inquiéterait, et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça s'est déjà très bien fait il y a quelques années avec le lycée Geneviève Vincent et Adiceo. Où Adiceo, dans ses prospectives de départ à la retraite et des effectifs, s'était rendu compte qu'ils allaient sans doute avoir besoin de recruter des profils laborantins, vous voyez, pour travailler chez eux. Alors ça remonte à quelques années, hein, mais c'était il y a moins de 10 ans. Et à ce moment-là, on avait très vite organisé une réunion avec le rectorat, l'académie, Adiceo et le lycée Geneviève Vincent, parce que quand on avait la chance d'avoir une usine qui dit moi dans 3 ans, dans 4 ans, je vais avoir 10, 12 personnes à recruter par an pendant tel rythme, et bien tout de suite le rectorat avait été très réactif, le lycée Geneviève Vincent extrêmement opérationnel, ils avaient pu créer la section et la formation pour des jeunes, alors là c'était vraiment des sorties de scolarité, pour répondre à ces besoins. Bon, allons plus loin, au niveau du bassin molussionné, on a quand même quelques organismes de formation qui existent. Certains dont même, je crois, savoir qu'ils seraient contents d'avoir des contrats ou des cursus à mettre en place. Oui, à mettre en place pour leur propre activité de formation. Et je crois qu'on a toujours été sur le bassin de Montluçonnet, Commentrien, que ce soit le Greta, l'AFPA, vous voyez, ou des structures comme ça, plutôt réactifs, non? Oui. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie pour avoir répondu à ces questions. Et puis, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Ben, merci. Les électeurs choisiront.